Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de cette revue de l'Amérique latine, une revue mensuelle très chargée. Alors on va commencer, avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner sur cette chaîne et puis aussi à nous soutenir en allant sur le site www.lesderives.info, cliquez sur soutenez-nous et faites un don à la mesure de vos moyens pour nous permettre de vous apporter cette autre information sur ce continent si souvent oublié dans les médias dominants. Une actualité ce mois-ci qui a été très chargée, donc on va parler du Venezuela, de la Colombie, du Pérou, du Mexique aussi et de l'Argentine. Mais on commence évidemment avec ce qui a fait le plus de bruit dans nos médias, c'est le Venezuela, bien évidemment. Alors, le Venezuela a subi une pression militaire très forte des États-Unis en ce moment, qui ont déployé des troupes dans les Caraïbes. On vous renvoie aux vidéos précédentes qu'on a fait sur le thème, juste pour actualiser, non? Parce que là, ça va très très vite. Ce mois-ci, le mois de septembre a été notamment très riche en rebondissements sur cette affaire, notamment avec l'arraisonnement de pêcheurs de thon par les militaires états-uniens dans la zone maritime spéciale du Venezuela, des bateaux à moteur qui ont été détruits, alors en argumentant que c'était des trafics de drogue. Évidemment, il n'y a eu aucune preuve que les cargaisons étaient des trafics, étaient de la drogue. On ne sait pas ni même quelle drogue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes à bord de ces bateaux ont été assassinées, sans aucune forme de procès ni rien du tout. D'ailleurs, ce type de procédure est même dénoncé aux États-Unis, notamment par d'anciens membres des administrations démocrates comme Juan González, qui était le conseiller spécial de Biden pour l'Amérique latine, ou encore des députés comme Ilhan Omar, qui ont proposé un projet de loi pour mettre fin à cette opération dans les Caraïbes. Alors, du côté de l'administration Trump, alors le FBI déclare que Maduro est à la tête d'un cartel. Alors, c'est quand même assez hallucinant. Donc, le cartel des soleils, on en a déjà parlé aussi, on vous renvoie la vidéo précédente. Enfin, c'est quand même hallucinant que ni le FBI, ni la DEA, ni la CIA, ni l'ONU, ni tous les services compétents aient parlé jusqu'à il y a 2 mois de ce fameux cartel des soleils. Donc là, évidemment, il s'agit d'un fake, on l'a déjà expliqué. Le FBI reprend le fake à son compte. Lorsqu'on fait remarquer à Marco Rubio, le secrétaire d'État, que les différents rapports sur la drogue de l'ONU montrent que 87% de la cocaïne part de la côte Pacifique, donc Équateur-Colombie, la côte Pacifique, que 7% part de la côte Atlantique de la Colombie, et qu'à peu près 4% essaient effectivement de passer par le Venezuela, Marco Rubio répond « J'en ai rien à foutre de ce que dit l'ONU ». Comme ça, c'est réglé. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. On est dans une opération évidemment de conquête militaire, d'abord des Caraïbes, et puis du Venezuela, qui possède bien évidemment les plus grandes réserves de pétrole au monde, de très grandes réserves de gaz et de différents minerais comme du coltan, bauxite, etc., de l'uranium, etc. Voilà, donc évidemment le but, comme d'ailleurs l'avait avoué Donald Trump. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Donc au moins, ils ne font pas état de mystère. Le reste, c'est pour les gens crédules, bien évidemment, qui croient aux opérations anti-drogue ou de rétablir la démocratie, blablabla, etc. Non, le point de vue, c'est évidemment le pétrole. Alors, la communauté latino-américaine s'est organisée, elle a dénoncé, dans sa grande majorité, les pays ont dénoncé l'escalade et le déploiement militaire dans les Caraïbes. Le Venezuela, évidemment, dénonce l'assassinat ou l'arraisonnement de ces pêcheurs dans la zone maritime spéciale. Et puis, on est quand même sur le fil, parce que le déploiement n'est pas anodin, c'est une grande force militaire. Nous avions dit qu'elle est insuffisante pour envahir le Venezuela, qu'on
dispose de 4000 hommes pour l'instant, c'est insuffisant pour envahir un pays comme le Venezuela, mais ça peut être une force tactique, une force d'appui, notamment au bombardement des sites stratégiques et en essayant de soutenir soit par des actions militaires depuis les Caraïbes, soit par des actions de renseignement, une armée de mercenaires, de paramilitaires, de la pègre qui pourraient mener des actions au Venezuela. C'est pas la première fois que les États-Unis ou l'Occident font cela. Hein. Je rappelle que ils ont soutenu une armée de fanatiques islamistes en Libye ou en Syrie, d'ailleurs qui aujourd'hui est accueilli avec les honneurs à l'ONU. Ils ont déjà soutenu des narco-paramilitaires colombiens contre le Venezuela. Ils soutiennent des suprémacistes juifs dans un génocide à Gaza. Enfin, je veux dire, c'est le modus operandi, on va dire, habituel. Donc, attention, évidemment, le Venezuela vit sous la menace, d'autant qu'il y a à la fois des attaques sous faux drapeau qui ont été déjouées, comme l'a révélé le ministre de l'Intérieur vénézuélien Diosdado Cabello, notamment un bateau qui était chargé de 3 tonnes de cocaïne qui est parti de la Colombie et qui, donc un bateau à moteur qui normalement au lieu de monter le long de l'Amérique centrale a piqué sur les eaux territoriales vénézuéliennes. L'idée c'était évidemment de se faire arraisonner par les militaires états-uniens et puis en vue d'accuser le Venezuela, sauf qu'il a été capté par les militaires vénézuéliens et la drogue a été saisie et les trafiquants ont été jetés en prison. Et puis évidemment, alors là c'est le bain de fake news, donc je vous recommande de toujours comparer les informations, essayer d'aller à la source, lire les deux rives, au moins pour comparer à ce que vous pouvez lire dans les médias dominants, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui traînent, notamment une qui prétendait que les pilotes de Nicolás Maduro, donc son pilote d'avion, qui sont des généraux de l'armée de l'air vénézuélienne, avaient déserté ou faisaient partie d'un complot pour kidnapper Maduro et l'emmener sur les bateaux états-uniens dans les Caraïbes. Alors, les deux personnes en question sont réapparues, évidemment il n'en est rien, donc il y a toute une série de fake news parce qu'effectivement il y a aussi cette menace, je n'ai pas précisé, qui est de décapiter Maduro, hein, d'envoyer un drone ou un missile depuis les Caraïbes pour assassiner Nicolás Maduro. Essayer de le kidnapper, c'est un petit peu plus dur. Voilà, donc évidemment là encore, hein, c'est mal connaître le Venezuela puisque la transition la plus difficile qu'a eu à faire la révolution bolivarienne, ça a été après la mort de Chavez. Et il y a beaucoup de cadres qui continueraient la révolution bolivarienne, même en cas d'assassinat du leader présidentiel Nicolás Maduro. Entre-temps, le Venezuela a aussi envoyé une lettre à Trump. Nicolás Maduro a écrit à Donald Trump, notamment pour l'enjoindre à ne pas écouter le camp des faucons, le camp des fanatiques, c'est-à-dire le camp de Marco Rubio qui veut une guerre et détruire le Venezuela, non seulement la révolution bolivarienne, mais aussi le Venezuela et déstabiliser l'Amérique latine, sinon d'écouter son camp pragmatique qui est notamment mené par l'ambassadeur Richard Grenell, qui a d'ailleurs déclaré récemment être en contact permanent avec les autorités vénézuéliennes, donc il y a encore un canal de communication. Nicolás Maduro. He visto a Nicolás Maduro, me he sentado en una misma habitación directamente enfrente de él. He articulado la posición de America First. Entiendo lo que él quiere y yo creo que aún podemos lograr un trato. Yo creo en la diplomacia. Yo creo que debemos evitar una guerra. La lettre de Nicolás Maduro était de dire, voilà, il faut suivre ces gens-là, faire du business, ne vous laissez pas entraîner, président Trump, par les faucons. Voilà, cette lettre a eu apparemment une fin de non-recevoir, mais en tout cas elle a été lue. Et Richard Grenell n'a pas été démis de ses fonctions. Alors évidemment, au Venezuela, le pouvoir s'organise en déclarant, ou en menaçant de déclarer, pas encore fait, l'état de commotion interne qui finalement donnerait des pouvoirs spéciaux au président en matière de défense et de sécurité. Et puis on a vu la formation de civils à la guerre, et à travers l'armée de réserve. L'armée de réserve, c'est 5 millions de personnes au Venezuela, donc c'est pas rien. Et alors on a vu une vidéo que même Donald Trump s'est moqué, où on voit une femme obèse
faire un entraînement militaire donc avec une Kalachnikov. Donald Trump s'est foutu de sa gueule en disant « Ouh, quelle grande menace », etc. Évidemment, tous les ennemis du Venezuela bolivarien ont rigolé. Mais sauf que c'est pas comme ça que se fait la guerre. C'est-à-dire il y a 5 millions de personnes qui ont un entraînement militaire et qui trouveront leur place dans la chaîne de défense du territoire national. Cette femme, elle ne va pas forcément être nommée en première ligne. Cette femme, elle peut être affectée à des tâches logistiques ou à des tâches de renseignement ou à des tâches d'assassinat ciblé, puisque personne ne semble se préoccuper d'elle et tout le monde se moque d'elle. Elle peut très bien lui mettre une balle dans la tête à un carrefour ou dans un restaurant, à un haut gradé ou à des mercenaires qui se trouveraient là. Voilà. Donc, moi je rappelle toujours, hein, je connais des gens qui sont partis de la milice bolivarienne, plusieurs amis. Certains s'entraînent depuis plusieurs années, toutes les semaines, et ils ne sont pas forcément sur des tâches militaires. Hein, je rappelle, j'ai des amis, notamment un ami photographe, qui lui est passé, et même s'il s'entraîne militairement, ses tâches sont plus d'ordre communicationnel. J'avais rencontré, lors de reportages il y a quelques années, une femme, elle aussi d'ailleurs, étant d'un certain embonpoint, et cette femme était opératrice d'IGLAS, donc les missiles solaires russes. Donc c'est-à-dire cette personne que vous ne soupçonnez ni d'Ève ni d'Adam aura certainement des missiles solaires enterrés dans son jardin, et lorsqu'elle en recevra l'ordre, le déterrera et tirera avec les coordonnées qu'on lui aura données. Donc c'est pour ça, c'est une guerre généralisée à laquelle le Venezuela se prépare et qui va évidemment rendre la tâche d'envahissement du pays très très difficile. En armas que ama nuestra patria. Pendant ce temps-là, la vie continue au Venezuela. Hein, les Vénézuéliens sortent, vont à la plage, vont dans les commerces, puisque l'économie est elle aussi repartie, avec les difficultés du blocus, bien évidemment, mais en tout cas, elle a un regain de croissance par rapport aux années précédentes, et les Vénézuéliens en profitent, voilà, comme on peut le voir sur les images. Et puis Maduro, à la fois, il est dans la préparation militaire de la population, en adoptant un ton grave de chef d'État, et puis, il ne va pas laisser le moral des Vénézuéliens s'affecter, la peur s'installer, puisque ça serait la première des défaites. Maduro insuffle le moral à tous les Vénézuéliens, militaires et civils. On le voit danser, on le voit sortir, on le voit faire des actes de masse, etc. Maduro a bon esprit, comme on peut le voir aussi. Il danse bien, en plus, il fait de la musique, voilà. Aquí, ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. ¿Cómo dice? Juventud socialista. Évidemment, ça fait partie du fait que la morale des Vénézuéliens est assez forte. D'ailleurs, il y a un des slogans, qui est un des slogans de ces dernières années, mais qui a été repris. J'ai vu qu'ils en ont fait des casquettes. C'est la première fois que j'y vais au Venezuela, j'essaierai d'en récupérer une. Le slogan, c'est « Le doute est une trahison ».
Et c'est accepté par, évidemment, tous les partisans de la révolution bolivarienne, y compris dans les forces armées. En période de grandes menaces militaires contre le territoire et la souveraineté du pays, douter est une trahison. Ça va loin, ça va très loin. Et c'est un des slogans, notamment de l'armée et de la milice. Pour l'instant, il n'y a pas eu une escalade militaire, elle peut venir avec un casus belli, une attaque sous faux drapeau, comme on l'a souligné, comme on vient de le souligner. Il y a autre chose aussi, c'est du point de vue de Trump. On se rappelle que Donald Trump avait exhumé des cartons une vieille loi qui datait de la Seconde Guerre mondiale, la loi sur les ennemis étrangers, qui avait permis à l'époque d'arrêter tous les Japonais après Pearl Harbor bien évidemment, sans motif, on va dire, juridique valable. Et Trump avait exhumé cette loi, l'avait reprise pour pouvoir arrêter tous les Vénézuéliens sous prétexte qu'ils feraient partie d'un gang, le Tren de Aragua. Alors aujourd'hui on n'en parle plus du Tren d'Aragua, c'est le cartel de Los Soles, bon, ils manient un peu ça comme ils veulent, mais toujours est-il que cette loi permettait d'arrêter tous les Vénézuéliens et de les expulser. Cette loi avait été bloquée par la Cour suprême en disant qu'elle était valide dans les années 40 parce qu'il y avait une guerre avec le Japon. Ben, voilà. Dans la guerre contre le narcotrafic, finalement, cette mouvance pourrait bien évidemment faire débloquer la situation juridique pour continuer avec les expulsions de Vénézuéliens. Je rappelle que la population qui a élu Donald Trump ne veut pas de guerre, mais veut expulser les migrants. Donc ça peut être aussi, en contrepartie de la menace et de la récupération militaire des Caraïbes, une manière d'augmenter le renvoi des migrants. Je rappelle que le renvoi des migrants continue entre le Venezuela et les États-Unis. Alors, pour l'instant, via le Honduras ou certains pays tiers, le Venezuela, évidemment, récupère tous ces migrants. Il y a même des programmes de l'État vénézuélien pour envoyer des avions et récupérer les migrants et les ramener dans la mère patrie. On parle de 8000 migrants par mois qui reviennent au Venezuela, expulsés des États-Unis ou volontairement. Voilà. Et Trump, évidemment, continue de mettre la pression sur Nicolas Maduro pour récupérer les migrants, mais en réalité, c'est plus une pression médiatique interne aux États-Unis, puisque le Venezuela n'a jamais refusé le retour de ces migrants sur son territoire. Ça, pour une partie. L'autre partie qui est intéressante, c'est que dans les pragmatiques, je rappelle qu'il y a l'entreprise états-unienne Chevron, qui fait du business et qui a été autorisée le mois dernier par Donald Trump à continuer le business pétrolier au Venezuela. Dans le pays d'à côté, le Guyana, le président a été réélu, Irfan Ali. Le Guyana a été réélu début septembre. Et pourquoi il a été réélu? Parce qu'il y a d'énormes gisements pétroliers au Guyana, gisements offshore, qui sont dans une zone territoriale contestée depuis plus d'un siècle par le Venezuela. Le Venezuela dit que ça lui appartient. Les Anglais avaient pris cette portion de territoire et lors de l'indépendance, évidemment, le Guyana, nouvel État créé, on avait hérité. Donc il y a un différent territorial depuis plus d'un siècle et c'est dans cette zone qu'il y a un énorme gisement pétrolier. Évidemment, une petite manne de ce gisement était utilisée par Irfan Ali pour construire des routes, des hôpitaux, et donc il a été réélu. Irfan Ali est un ennemi du Venezuela, comme vous pouvez, si vous imaginez, c'est l'homme des transnationales. Et là où c'est intéressant, c'est que les États-Unis, si l'opération militaire de pression maximum ne fonctionne pas, pourraient très bien normaliser, non pas leurs relations politiques, mais normaliser leurs relations pétrolières avec le Venezuela, et donc se retourner vers le Guyana en lui disant, bon, le changement de régime n'est plus à l'ordre du jour, le Venezuela représente une menace pour vous, il va falloir payer pour que nous vous protégions. Et donc là, on aurait alors la stratégie typique du mafieux, on crée un problème pour ensuite vendre de la protection, mais finalement de négocier avec le Guyana, ce qui s'était passé avec l'Arabie Saoudite il y a 70 ans, l'Arabie Saoudite a mis 70 ans à s'en sortir,
Mais l'Arabie Saoudite est un pays de 80 millions d'habitants, c'est un pays industriel, c'est le poumon agricole de la région. Enfin, c'est un pays qui a autre chose que du pétrole. C'est pas le cas du Guyana. Donc, les États-Unis pourraient monnayer leur protection militaire au Guyana contre les revendications territoriales vénézuéliennes, tout en stabilisant les rapports. C'est aussi une hypothèse. Voilà. Il y a plusieurs hypothèses pour l'instant. Celle évidemment de l'action militaire contre le Venezuela, mais aussi d'une espèce d'action diplomatico-économique dans laquelle les États-Unis finalement sortiraient gagnants, puisqu'ils exploiteraient, ils intensifieraient l'exploitation du pétrole vénézuélien via Chevron et continueraient d'exploiter le pétrole du Guyana via Exxon, tout en rackettant l'État du Guyana pour une protection militaire. Voilà. Et dans cette répartition, où est l'acteur chinois? L'acteur chinois exploite du pétrole au Venezuela. Ils ont même, ces derniers jours, inauguré une plateforme pétrolière mouvante sur le lac de Maracaibo. Et puis, qui est l'associé des États-Unis de Exxon dans l'exploitation du pétrole du Guyana? La Chine. Donc, on a là aussi une situation qui pourrait convenir, y compris à la grande puissance, la première puissance mondiale réelle. Voilà pour le Venezuela. Voilà où on en est. On est encore dans une situation, il y a beaucoup d'incertitudes qui est menaçante contre le Venezuela et qui dépend toujours des aléas de la politique interne des États-Unis. On passe du Venezuela aux pays voisins, on va en Colombie. Alors avec un discours mais extraordinaire du président Petro à l'ONU, et hors les murs de l'ONU, puisqu'il y a eu une rencontre de solidarité où ont participé des artistes comme Adele ou Roger Waters de Pink Floyd, des membres d'organisations sociales, etc. Et grosso modo, Petro donc, a rappelé que le premier problème n'était pas les trafiquants de drogue, mais les consommateurs, et donc que les États-Unis devaient d'abord régler ce problème. Alors je rappelle que Petro est aussi menacé, puisque le déploiement de la flotte dans les Caraïbes vise les cartels de la drogue décrits comme organisation terroriste et autorise le Pentagone à les frapper. Or, il se trouve qu'au Venezuela, il y a deux cartels, enfin soi-disant cartels, il y en a un qui est démantelé, l'autre qui n'existe pas, qui sont sur cette liste. Mais en Colombie, il y en a 4, et au Mexique, il y en a 6. Donc le Mexique et la Colombie sont aussi dans la ligne de mire militaire des États-Unis. Et le président Petro a rappelé que le premier problème, c'est le problème de la consommation. Ce n'est pas le problème de la production, et que les États-Unis devaient agir dans ce sens, que ce qu'ils avaient fait contre les pêcheurs vénézuéliens étaient des actes d'assassinat, et puis surtout, le président Petro a proposé, puisque la Colombie va rentrer dans le Conseil de sécurité non permanent, et a annoncé qu'ils allaient proposer via l'Assemblée générale, via les 2/3 de l'Assemblée générale, monter une armée pour défendre la population à Gaza. Hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad. Y por eso hice la siguiente propuesta. Por Asamblea General de los Pueblos en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea libérar a Palestina. Alors ça, évidemment, ça n'a pas plu, pas évidemment, ni à Israël, ni aux États-Unis, qui ont enlevé le visa de Petro. Il ne peut plus aller aux États-Unis. Petro a d'ailleurs demandé que les prochaines réunions pour monter cette armée ne se fassent plus aux États-Unis, à l'ONU, mais au Qatar. Donc, en fait, la diplomatie colombienne s'active à un niveau qui est assez impressionnant et reconnu dans le monde entier. Donc, bravo Petro. Alors, on va dire, dans la diplomatie colombienne s'agite aussi
Alors, en plus du niveau mondial, elle s'agite aussi au niveau régional, puisque les présidents brésiliens et colombiens se sont rencontrés, et notamment pour développer une fibre optique qui irait de Salvador de Bahia et Buenaventura, c'est-à-dire de l'Atlantique, en Amérique du Sud, à une sortie pacifique, et comme le Mont Petro, qui relierait cette fibre, qui relierait directement la Chine, et de l'autre côté, l'Afrique. Donc ça, c'est pareil, c'est évidemment, ça serait en collaboration avec la Chine, et évidemment, ça rentre en contradiction avec les géants du contrôle d'Internet et des fibres au niveau mondial, qui sont pour la plupart états-uniens. Et cette fibre traverserait toute l'Amérique du Sud, d'est en ouest, et notamment l'Amazonie, où elle serait évidemment installée sur la rive colombienne de l'Amazonie. Et là, on revient au conflit qui avait eu lieu le mois dernier entre le Pérou et la Colombie pour l'île de Santa Rosa. Je vous renvoie à notre entretien du mois dernier. Le Pérou qui abandonne sa population, qui arrive à un état inexistant, finalement les habitants péruviens, pour avoir un bon internet, iront à Leticia en Colombie, ils seront obligés de traverser. Voilà. Alors d'ailleurs, sur ce conflit territorial qui n'avait pas lieu d'être, en réalité, que se passe-t-il? Il se passe qu'avec les changements climatiques, l'eau sur la rive colombienne et la sortie de Leticia, qui est une grande ville, baisse. Et une île s'est créée sur la rive péruvienne, une île s'est créée, et cette île qui était en fait un bras territorial qui avait été séparé par les accords de Rio de Janeiro il y a un siècle, avec cette île, ça les remet en question. Voilà, je vous renvoie à la vidéo où j'ai expliqué ça la semaine dernière avec des cartes, mais toujours est-il que ce qu'il y avait en jeu, c'est le passage fluvial, la sortie de la ville de Leticia pour aller sur l'Amazonie. Et oui, parce que c'est aussi des routes commerciales. Et donc, ça s'est réglé. Alors, les Péruviens, dans un faux nationalisme dont ils nous accoutument, on va en parler juste après, avaient déployé l'armée, les ministres étaient venus. D'ailleurs, ils s'étaient fait huer par la population qui leur avait dit vous nous abandonnez en permanence, vous venez là juste pour montrer. Effectivement, les ministres étaient repartis, avaient laissé la population dans l'abandon. Et évidemment, il y a eu une réunion du comité de la commission mixte des résolutions des frontières, qui est un comité de diplomates péruviens et colombiens qui se réunissent de manière permanente. Ils se sont réunis le 11 et 12 septembre à Lima et ont réglé le problème justement en décrétant que tous les bateaux évidemment qui partent de Leticia pour rejoindre le bras plus profond de l'Amazonie pourront passer par l'eau territoriale. En fait, ils ont régionalisé le bras d'eau territorial. Donc voilà, c'est réglé pour l'instant cette affaire-là. Mais ça nous permet de faire une transition justement sur ce nationalisme entre guillemets péruvien, parce que finalement dans ce conflit qui avait pris des mesures un peu disproportionnées, finalement la Colombie a obtenu finalement ce qu'elle voulait, c'était par rapport à ses craintes de devoir passer par le Pérou pour pouvoir exporter des produits ou se déplacer, ils ont régionalisé. Ce qui se fait normalement dans ces régions. Je rappelle que c'est une triple frontière, Colombie, Pérou, Brésil. Voilà. Et donc, ça n'avait pas, la réaction du Pérou avait été complètement disproportionnée, et il y a eu en septembre une autre réaction très importante de grand nationalisme péruvien. Le Pérou a gagné le championnat du monde des petits déjeuners. Alors c'était organisé par un youtubeur espagnol, Ibai, et qui a organisé, en fait c'est les gens qui votaient. Voilà, le Pérou est arrivé en finale et a gagné avec 13 millions de voix, c'est-à-dire il y a 13 millions de cœurs péruviens qui ont voté pour le pain au rôti de porc. Alors c'est excellent, un pain au rôti de porc avec des patates douces frites dedans et
des oignons marinés. C'est très très bon si vous venez au Pérou, vous devez absolument petit déjeuner ça. Donc 13 millions de Péruviens qui ont voté pour ça, 13 millions de Péruviens, aucun président n'a été élu avec ce chiffre. Le maximum, c'est Pedro Castillo qui a eu un petit peu moins de 9 millions de voix. Donc là, gros remous nationaliste, entre guillemets, non? Le maire de Lima, des officiels du gouvernement ont tous appelé à voter, etc. En se frappant sur le cœur, voilà, ça y est, le Pérou a gagné, champion du monde de petit déjeuner. Alors c'est pas volé, hein, le Pérou a une gastronomie millénaire, due à son agriculture traditionnelle depuis aussi des millénaires, due aussi à la mixité à la fois parce qu'il arrivait dans l'Empire Inca, puis après avec l'Empire espagnol, puis après avec l'apport des esclaves africains sur le continent, et puis après avec les grandes vagues de migration, notamment japonaises et chinoises. Et depuis 30 ans, des cuisiniers péruviens qui ont fait monter en gamme la gastronomie. Donc c'est excellent, c'est pas volé, c'est pas le problème. C'est juste que finalement, sous ce patriotisme de façade, comme on l'a vu dans le conflit colombien il y a le mois dernier, ou avec le petit déjeuner, le mondial des petits déjeuners, le Pérou est très très peu patriote et nationaliste. Je rappelle que 40% du territoire est sous concession à des entreprises privées, la majorité des entreprises privées étrangères. Je rappelle qu'il y a depuis 3 ans plusieurs centaines de militaires des États-Unis qui, sur demande du régime de Boluarte et approuvé par le Congrès chaque année, occupent militairement le territoire. Je rappelle que jusqu'à ce que Trump mette de l'or dans la USAID et la NED, il y avait toute une flopée d'ONG qui finalement administraient territorialement le pays en faisant aussi évidemment du renseignement et selon les intérêts de ceux qui les finançaient. Donc sans que personne, aucun votant du mondial de petit déjeuner ne dénonce tout ça. Hein. Et là, durant le mois de septembre, il y a eu 2 ou 3 faits qui encore relèvent de ce patriotisme de façade. Notamment, alors le fait que Boluarte a finalement reconnu officiellement que le Pérou est une colonie des États-Unis. Somos un solo continente que debe ser el más fuerte y tenemos las garantías para ello. En Latinoamérica está la gran extensión para que podamos alimentar al mundo. Tenemos esa fuerza, pero quien tiene que liderar en América, en nuestro continente, es Estados Unidos, porque él es el país de primer mundo. Y como Perú, queremos apostar por esa fuerza americana. Bravo. Comme acte de soumission, elle fait pire que Macron et Van der Leyen, ce qui est quand même pas mal. Je veux dire, déclarer finalement que la doctrine de colonisation, la doctrine Monroe est très bien et que le leader, celui qui donne les ordres finalement, sont les États-Unis. Elle a continué dans son truc, elle a dit « Oui, je sais que M. Trump n'était pas content pour le port de Chiang Kai. » Le port de Chiang Kai, un port chinois très très important, le seul hub portuaire entre l'Asie et l'Amérique latine en Amérique du Sud. Et alors là, elle a raison. Elle a pas, donc là encore, la dignité, on repassera. Hein, et elle dit... Así como Chiang Kai, está el proyecto Corío, que tiene mucho más calado que Chiang Kai, para que muchos más barcos de mayor tonelaje puedan venir allí, al puerto de Corío. Ce qu'il faut savoir, c'est que le port de Corio, c'est un désert. Il n'y a rien, donc elle offre rien en réalité. Mais déjà, BlackRock était venu il y a 1 an et demi, on en avait parlé aussi, pour justement voir la factibilité de la construction d'un port en eau profonde dans le sud du Pérou, à Corio, et ils étaient repartis sans être convaincus de la pertinence de ce projet, et en étant plus convaincus qu'il fallait développer des ports déjà existants dans le sud du Pérou. Mais enfin, c'est la façon dont
dans Boluarte, qui est finalement l'expression des élites politiques péruviennes, a de vendre le pays, a de soumettre aux États-Unis de cette manière. C'est complètement délirant. Aucun votant du mondial de la Coupe mondiale des petits déjeuners a réclamé, aucun parti politique, aucune organisation sociale, personne n'a dénoncé la soumission intégrale de Boluarte à l'Empire états-unien durant cette conférence. Alors j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse et vous montrer pourquoi les États-Unis soutiennent certains dirigeants en Amérique latine comme celle que l'on vient d'entendre et pourquoi ils en menacent d'autres. On va écouter Nicolás Maduro juste 2 minutes. Y les puedo asegurar, con mi vida y con la vida de todo un país, que jamás seremos patio trasero, colonia ni esclavo de ningún imperio supremacista. Ni hoy, ni mañana, ni nunca esclavo ni colonia de nadie. Voilà, ça change du tout au tout entre un pays digne et un pays esclave. Parenthèse fermée, on continue sur le Pérou. Il y a eu encore pire, oui, jusqu'où va-t-on descendre? Au Pérou, on peut encore descendre. Le Congrès a voté la loi sur les zones économiques spéciales privées. Je vais expliquer ce que c'est. Alors que le propre gouvernement de Boluarte, à travers le ministère de l'économie, l'avait critiqué en mai en disant que cela allait apporter une compétition interne déloyale, déstructurer l'industrie nationale, le peu qu'il en reste, et où les critères les critères sociaux et laboraux ne seront pas optimum. Imaginez si un gouvernement ultralibéral comme celui de Boluarte avait fait ces objections par rapport à la loi. Eh bien, le Parlement n'en a pas tenu compte. Il faut savoir que ce projet de loi avait été porté par celui qui était à l'époque président de la Commission d'économie et des finances, je crois que c'est donc Monsieur Géry. Monsieur Géry, entre-temps, est devenu le président du Parlement. Donc, il a fait passer sa loi. Évidemment, là, il agit en lobbyiste de la Société nationale d'industrie, du MEDEF local et de certaines autres organisations patronales. Et alors, tenez-vous bien. Donc, de quoi traite ce projet de zone franche? Alors, déjà, aucun impôt pendant 5 ans, et ensuite un impôt dégressif sur 30 ans. C'est-à-dire un manque à gagner qui s'évalue à peu près 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. Si on cumule avec les exonérations d'impôts dont continue à bénéficier avec l'application de la loi agraire et qui exonère donc les exportateurs d'impôts sur le revenu, on en est à 13 milliards de dollars de pertes de l'État. Mais sur la zone économique spéciale, donc il y a ça, donc exonération d'impôts, une zone franche, on va dire, mais il y a aussi le fait que ces zones ne sont pas administrées par l'État, elles sont sous concession privée, c'est-à-dire que c'est le privé qui va déterminer les conditions laborales et fiscales à l'intérieur de ces territoires littéralement donnés par l'État aux entreprises privées. Sur le continent, on a déjà des exemples de ça, notamment au Honduras. Ça a été évidemment un désastre économique, un désastre social, un désastre environnemental. Le gouvernement de Xiomara Castro a décidé d'en finir avec ces zones. C'est très compliqué parce qu'évidemment, les tenants de ces zones essaient de passer en tribunal d'arbitrage ou menacent l'État de mesures de rétorsion. Donc c'est une guerre. Et c'est donc au Pérou qu'on est en train de donner finalement d'autres territoires pour que les grands patrons et en réalité des grands importateurs maximisent leurs profits. Voilà. Pareil, personne des 13 millions qui ont voté pour le petit déjeuner, le mondial du petit déjeuner, n'ont protesté. Pas un seul parti, pas une seule organisation sociale.
On voit là, évidemment, les limites du nationalisme, entre guillemets, péruvien, qui se cantonne à du divertissement ou à l'équipe nationale de foot, malgré ses piètres résultats. Voilà. Alors, peut-on descendre encore plus loin au Pérou? Je continue un peu au Pérou, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs, puis en plus, ça fait longtemps que j'en parle pas. Alors, il y a eu la capture au Paraguay d'un chef de gang, Eric Moreno, dit le monstre. Tout le programme, c'était pas quelqu'un qui faisait de la dentelle, ou c'était pas un musicien, non, c'était quelqu'un qui était spécialisé dans le racket, l'extorsion, les enlèvements, les meurtres, etc. Non, et il avait été condamné au Pérou à 32 ans de prison, et puis ça faisait 2 ans qu'il était en cavale. Notamment au Brésil, en Bolivie, et puis c'était au Paraguay, où visiblement depuis plus d'1 an il s'était établi. Et la police paraguayenne a parlé, donc a rendu des comptes, et il a dit on aurait pu le choper avant, mais il soudoyait, il corrompait des policiers péruviens, et notamment au plus haut niveau. Il avait même des relais dans des partis politiques. Et plusieurs fois, il nous a filé entre les doigts à cause des informations qui ont filtré de la police péruvienne. On a été obligé, pour sa capture, d'échanger entre nous dans les systèmes de radio en guarani, donc qui est la langue indigène parlée au Paraguay, qui est la 2e langue du pays, parlée par 90% de la population. Donc les policiers paraguayens ont échangé en guarani pour que les Péruviens ne comprennent pas et ne puissent pas passer l'information au monstre. Donc on a là évidemment les corps de l'État, mais complètement gangrénés par le crime organisé. Je rappelle que le Pérou est le 2e producteur de cocaïne au monde. Pour ça gêne pas ni Trump, ni Marco Rubio, rien du tout. Ça sort par le Pacifique, ça n'a aucun problème là-dessus. Hein. Le Pérou ne produit pas énormément de pétrole. Chevron vient d'entrer dans l'exploitation d'une plateforme offshore. Le Pérou ne lui demande que très peu de royalties, donc ça n'a aucun problème pour les États-Unis. Hein. Toujours est-il qu'évidemment pour le Pérou c'est un problème, parce que les corps constitués de l'État sont complètement gangrénés par le crime organisé, quand ils ne sont pas eux-mêmes le crime organisé. Et le Pérou connaît un regain d'insécurité criminelle fort, dénoncé par la population, parce qu'évidemment il y a un État failli. Et on a eu d'ailleurs, donc ça fait partie des contradictions internes à un système. Je rappelle que le Pérou, c'est le paradis, pas le paradis, j'ai fait un hispanisme, vous m'excuserez, le paradis libertarien tel que le rêverait Milei. On dit toujours le néolibéralisme est né au Chili, c'est vrai, il est né au Chili, mais là où il est le plus abouti, c'est au Pérou, puisque on conjugue néolibéralisme avec absence totale de projet national et aucune visée patriotique. Donc un territoire totalement morcelé, une population atomisée, évidemment, le néolibéralisme par là-dessus, aboutit. Au Pérou, tout est privé. Et donc là, le système quand même connaît quelques contradictions internes, notamment cette contradiction de État zéro, État failli. Eh bien, y a une demande d'insécurité. On a vu des manifestations, encore une fois, du transport informel. Alors, je rappelle que 76% de l'économie péruvienne est informelle, non y compris donc des entreprises de transport. Alors, ça pose un problème évidemment fiscal, tout ça, comme on peut l'imaginer. Et ces entreprises se font racketter. Quand elles ne se font pas racketter, les chauffeurs se font assassiner. Il y avait eu des manifestations il y a 1 an et demi, et puis elles n'avaient rien donné, les manifestations. Donc, j'avais eu l'occasion de discuter avec un des responsables qui m'avait dit, quelques mois après, on s'est arrangé avec le crime organisé d'entreprise à entreprise. Finalement, ils avaient négocié le prix du racket. Il y avait eu une accalmie pendant quelques temps. Je ne sais pas quelles sont les raisons, je ne vais pas rediscuter. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont fait que certainement les autres ont dû augmenter le prix, etc. Et donc, ils n'ont pas voulu payer, et donc a repris l'assassinat de chauffeurs, etc. Et donc là, on est dans le monde de l'économie informelle, c'est-à-dire des gens qui sont finalement partisans de l'économie la plus libérale possible. Je pense que la majorité de ces chauffeurs, si on leur dit que vous allez être fonctionnaire à gagner de temps en conduisant un bus de telle heure à telle heure,
ça ne leur conviendrait pas. Donc on n'est pas dans des changements révolutionnaires, mais on est le système, les contradictions du système font que même certains partisans sont obligés de venir manifester et demander un changement du système. De même, il y a eu une autre manifestation de jeunes, alors qui se sont nommés la génération Z, qui ont repris les codes là, avec le pirate du Népal, de l'Indonésie, etc. Mais ça, on va dire que c'est pour le folklore, parce qu'ici, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas les mêmes contextes, n'est-ce pas? Et en fait, pourquoi ces jeunes sont descendus dans la rue? Eh bien parce que, encore une fois, une contradiction interne, c'est que les fonds de pension qui rackettent les salariés de 12%, c'est-à-dire que sur chaque salaire, il y a 12% qui part pour les fonds de pension, 10% pour des retraites, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que l'âge choisi pour calculer la retraite à partir de la mise en retraite, qui est à peu près de 65 ans, c'est 90 ans. Personne ne vit 90 ans au Pérou. Donc ça fait 25 ans divisé, donc évidemment les gens ne touchent rien au final. Mais par contre ils sont obligés de se faire racketter, donc 10% plus 2% de frais de gestion. Sauf que, avec 76% d'économie informelle, les fonds de pension ne peuvent pas aller picorer, racketter les 3/4 des travailleurs péruviens. Donc, ça met aussi en péril le système. Et donc, les opérateurs des fonds de pension au Parlement ont fait passer une loi qui a été approuvée par le gouvernement, et puis devant le boom par rapport à la population, ils sont revenus, et le Congrès a accusé le gouvernement d'avoir mal interprété la loi, et donc ils sont revenus en arrière. Mais, toujours est-il, qu'est-ce que voulait cette loi? Elle voulait taxer les auto-entrepreneurs. Là, je francise un peu le terme, mais les gens qui travaillent dans les services et qui payent par facture, on va dire, par honoraire professionnel. Et donc, l'idée, c'était sur chaque facture d'honoraire professionnel émise, il y aura 12% qui partiront au fonds de pension. Et ça touchait particulièrement les jeunes, puisqu'il n'y a pas d'emploi formel au Pérou nouvellement créé, et donc la plupart des jeunes, notamment dans les services, facturent sous la forme d'honoraires professionnels. Donc ils ne voulaient pas se faire racketter. Mais ce n'est pas des jeunes révolutionnaires, des jeunes marxistes ou quoi que ce soit, c'est des jeunes libéraux qui voulaient juste ni payer au fonds de pension comme ils ne veulent pas payer à l'État. Alors, ça c'est des contradictions internes au système, mais peu importe finalement, parce que ça a donné des grosses manifestations avec des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir politiquement entre eux, mais qui contestent ce système. On avait ceux qui manifestent depuis le coup d'État contre Castillo, on avait donc les gens du transport informel, on avait ces jeunes, et tout ça a été réprimé d'une manière ultra féroce. Et le problème au Pérou, c'est qu'il n'y a pas de parti politique, ni de leader, ni de programme cohérent pour agglutiner toute cette contestation. Et là, on s'avance vers des élections l'an prochain, qui, à mon avis, seront le miroir de ce morcellement et qui ne porteront pas forcément de réponse à la contestation majoritaire du système tel qu'il est aujourd'hui. On verra dans les mois qui viennent, évidemment, pour affiner peut-être notre analyse sur le Pérou. On part du Pérou en parlant de paradis libertarien, et on va évidemment en Argentine, où Milei a subi une élection aux élections législatives de la province de Buenos Aires. Il a subi une défaite. Alors ne venez pas les partisans de Milei à me dire « Oh non, le parti de Milei, il a fait mieux, il a augmenté ses députés. » Oui, mais il a augmenté ses députés parce qu'il a siphonné toutes les voix de la droite traditionnelle. Mais en réalité, le grand gagnant de ces élections à Buenos Aires, c'est le péronisme qui met une grosse fessée à Milei. Donc on entend que Milei aurait résolu tous les problèmes du pays, que Milei est un génie, que Milei ceci, cela. Non, surtout à l'international. C'est marrant, parce que les Argentins, ils ne pensent pas comme ça. Je rappelle, la province de Buenos Aires, c'est 1 sur 3 électeurs. C'est pas rien. Donc grosse défaite électorale. Et puis, alors, c'est un système qui ne marche pas, qui s'écroulerait de lui-même s'il n'y avait pas les apports financiers, s'il n'était pas sous perfusion des États-Unis. Les États-Unis ont octroyé un prêt, évidemment, à Milei. Et d'ailleurs, ça a été dit par le président Donald Trump, ça a été redit par Marco Rubio. En fait, il lui donne
Parce que sinon, le modèle s'écroulerait. Et le modèle s'écroulerait, on ne pourrait plus le vendre. Donc, ils mettent l'Argentine sous perfusion. Alors évidemment, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que la monnaie n'explose pas, qu'elle se maintienne à peu près et que les efforts réels de Milei pour vaincre l'inflation puissent se maintenir au moins jusqu'à la prochaine élection de fin octobre pour que Milei puisse dégager une majorité au Parlement. Après, on verra. Toujours est-il que, évidemment, c'est pas gratuit ce prêt. Les Argentins s'endettent. Alors, cet argent n'est pas un prêt pour financer des projets, je ne sais pas, des barrages, pour financer des écoles, la construction d'infrastructures, etc. Non, c'est de l'argent pour payer les intérêts de la dette immense octroyée par le FMI lors de la précédente administration et pour maintenir la monnaie et soutenir finalement le modèle idéologique de Milei. On est dans un moment où le pivot du monde est en train de se déplacer de l'Occident vers l'Asie. C'est 500 ans d'histoire de l'humanité qui sont en train de se transformer. Et avec elle, évidemment, l'hégémonie du dollar, l'hégémonie des États-Unis. Mais ça ne va pas se faire dans la tranquillité. Les États-Unis ne vont pas se laisser faire, ils vont mordre jusqu'au bout, et ils vont mordre avec tous leurs alliés, ou les alliés les plus exécrables possibles. Puisque derrière cette hégémonie, il y a aussi l'hégémonie du modèle de développement. Et le modèle de développement qui certainement sera le modèle hégémonique que les pays dans les prochaines décennies voudront appliquer, ce sera le modèle chinois avec un État fort. Alors le modèle ultralibéral sera-t-il voué à disparaître? Ça, je ne suis pas sûr de le voir moi-même, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se jouer dans le monde actuel, et puis principalement en Argentine, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà pourquoi, évidemment, Milei a été défendu si ardemment par les États-Unis. Alors, sur le Brésil, je ne reviendrai pas sur la condamnation de Bolsonaro. On a fait une vidéo récemment sur la condamnation de Bolsonaro. Je vous y renvoie donc sur notre chaîne. Par contre, je finirai sur le Mexique, puisque le Mexique veut mettre 50% de droits de douane sur notamment les voitures chinoises et veut mettre des droits de douane sur les pays où ils n'ont pas de traité d'accord économique. Alors évidemment, Beijing a bondi, comme on peut s'y attendre. Alors, comment il faut voir cet accord? Cette menace, on va dire, cette menace par rapport à la Chine, cette volonté de mettre des droits de douane. Le Mexique est un grand pays producteur d'automobiles et il veut évidemment éviter que les voitures chinoises envahissent son marché à des prix plus compétitifs que les siens. C'est aussi donc préserver évidemment l'industrie nationale. 2. Rétablir une balance commerciale qui est totalement déficitaire, puisque le Mexique exporte 15 milliards de dollars de produits vers la Chine et on importe 140 milliards. Essayez de rééquilibrer un petit peu. Évidemment, ça se fait sous la pression des États-Unis. On rappelle que le même Trump avait menacé le Mexique de droits de douane, d'ailleurs de même importance. Et Pékin étudie pour l'instant la situation. Alors en réalité, ça va être beaucoup plus compliqué que ça parce que une grande partie des pièces qui sont dans les voitures produites par le Mexique sont d'origine chinoise. Donc je pense qu'il va falloir être affiné cet accord, mais toujours est-il que là, ça montre aussi certaines limites au libéralisme avec la Chine et au traité de libre-échange avec la Chine et au gagnant-gagnant. Pour que ça soit vraiment gagnant-gagnant, la Chine sera-t-elle prête à mesurer ses bénéfices par rapport à certains autres pays? Ça aussi, c'est une bonne question qui naît. Et le Mexique, là, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, voir comment ça va se stabiliser. Est-ce que
ça va vraiment prendre forme et sous quelle forme. Voilà. Et ce qui va se passer au Mexique va concerner d'autres pays en Amérique du Sud, notamment sur les produits manufacturés, sur le textile et sur certains produits industriels. Est-ce que les pays d'Amérique du Sud sont en moyen de rivaliser par rapport aux producteurs chinois? Je ne pense pas. Comment feront-ils pour préserver une industrie, des moyennes entreprises face à la puissance économique chinoise? Quels sont les moyens pour réellement mettre en œuvre un deal gagnant-gagnant? Comment peut-on se bénéficier tout en profitant des routes de la soie? Voilà, les questions sont posées. C'est pour ça que ce qui s'est passé au Mexique est très important. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. Je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir. C'est important aussi sur le site www.leaderif.info et à partager cette vidéo avec vos amis. Voilà, à bientôt.